Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un Rendez-vous Tech un petit peu spécial pour de nombreuses raisons. Premièrement, on va beaucoup vous parler d'Apple et peut-être en bien, étonnamment, on n'attendait pas grand-chose de cette conférence WWDC qui a eu lieu hier, mais au final, on a été plutôt agréablement surpris et ils ont annoncé beaucoup de choses qui n'étaient pas incroyables, mais qui pouvaient faire sourire de plaisir, et c'est ce qu'on a fait. Et un épisode spécial pour une autre raison, c'est que comme vous l'entendez par un son un petit peu différent, on est encore dans une configuration particulière puisque je ne suis pas seul. Je suis, bon, d'une part, je suis Patrick Béja, bien sûr. Non, Patrick, tu n'es pas seul. Il le dit avec un ton qui est un petit peu plus inquiétant. Je suis assis juste à côté de Jérôme Kainborg, qui m'accueille très généreusement dans son bureau, dans son studio. Comment ça va, Jérôme ? Eh ben, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier, Patrick, pour cet enregistrement. Effectivement, on a le même micro aujourd'hui, podcast à l'ancienne, un seul micro, deux présentateurs. Vous risquez d'entendre des petits bruits de l'atelier parce qu'on a aussi Karina et Hugo qui travaillent ici, mais tout va bien se passer, rassure-toi. J'espère. Écoute, je suis très très proche de toi, ce qui est à la fois podcast à l'ancienne. Et voilà, c'est ça. Ah. Et ça me met, disons que tu es assez douillet, donc c'est très confortable. Bah, c'est le seul avantage d'être un peu douillet. Hein. Donc voilà, un épisode un petit peu particulier qui va, comme tu le dis, je suis sûr, très bien se passer. Et on va parler aussi, pas que d'Apple, hein, on va parler d'une grande enquête qui commence, même d'une série d'enquêtes qui commence sur les GAFA aux États-Unis. On vous en parlera dans un moment. Des petites initiatives de différents pays européens. Des choses intéressantes qui se passent du côté de chez Microsoft avec possiblement une nouvelle surface à 2 écrans. Des innovations dans le monde des smartphones. Des petites suites de l'affaire Huawei et plein d'autres petites choses qu'on va évoquer dans l'émission. Mais bien sûr, comme on le disait, hier, c'était la WWDC. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Non sans bien sûr prendre une petite trentaine de secondes pour remercier les patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et activement. Et aujourd'hui, je voudrais spécifiquement dire un grand merci à Paul de Villoutret, Thibaut Moulin, Thomas Gouvrillon, Nero, Arnaud Bringer, Casanova. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, ouais. Si c'est ton vrai nom, enfin, en même temps, on le félicite. Il a rien fait pour avoir ce nom, mais c'est quand même. Ouais, mais quand même, c'est la classe, quoi. C'était mon surnom, moi. C'est vrai ? Non, je plaisante. Ah, d'accord, ok. et Paul, merci à vous tous et à tous ceux qui écoutent l'émission et qui l'apprécient suffisamment, qui apprécient la bonne humeur, l'information qu'on vous transmet pour soutenir financièrement. Donc, merci à vous tous. Et donc, on commence avec la WWDC. Gros programme, hein, quand même. Je le disais en début d'émission. Ça a commencé, on n'était pas particulièrement enthousiaste, je crois. Ni toi ni moi, Jérôme. On a toujours le même problème avec ces keynotes, et spécifiquement Apple. Comme tout fuite avant, on a toujours la même réaction depuis pas mal d'années. Oh, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on savait tout avant. Donc, c'est l'effet cadeau de Noël que tu as ouvert avant. Ça gâche ton Noël. Là, de manière surprenante, certaines choses, on ne savait pas trop fuiter. Je pense notamment au Mac Pro. On savait pas vraiment grand-chose. Et puis, la manière qu'ils ont eu d'amener certaines choses, on commence à voir the big picture. Ce que Apple veut faire au niveau de ses différents OS, la spécificité de chaque produit, et ça a rendu la keynote assez intéressante, et elle était très orientée vers les développeurs, qui sont finalement le nerf de la guerre. Sans les développeurs, Apple ne serait rien, et ils ont fait beaucoup pour les séduire, tant au niveau hardware avec des Mac Pro avec des possibilités incroyables, qu'au niveau des outils de développement, qu'au niveau des progrès des OS. Il y avait pas mal de bonnes choses, effectivement. Certains, j'entendais même ce matin, disaient « Apple est de retour ».
C'est vrai que c'est étonnant parce qu'il n'y a pas un truc sur lequel on peut mettre son doigt et dire c'est ça qui fait que la conférence était cool. Il y a plein de petites choses qui franchement sont pas des choses qui vont blower votre mind, mais qui sont sympathiques. Mais il n'y a pas une chose où on se dit ah ouais c'est ça qui était cool dans la présentation. Il y a plein de petites choses sympas. D'une manière générale, c'est le gros talent d'Apple. Hein. Le diable est dans les détails et Apple, personne ne sait faire ça comme Apple, de peaufiner quelque chose qui existe déjà, hein, mais d'une manière on se dit ah mais c'est pas con en fait. Ouais. Ben, on a eu beaucoup ça. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y avait quand même quelques fonctionnalités qui ont l'air, il faudra les avoir entre les mains, mais qui ont l'air d'être vraiment enthousiasmantes pour un petit peu de nouveauté, mais aussi un petit peu la manière dont ils les implémentent. Donc, bon, on va arrêter le teasing, on va commencer à parler spécifiquement de ce qu'ils ont annoncé. Alors, on va diviser en plusieurs sections, on va faire les différents OS, puis le Mac, puis macOS. Donc, on va faire tvOS, watchOS, iOS, iPadOS qui est maintenant séparé, le Mac Pro et puis macOS Catalina, donc en ordre de présentation. tvOS, ça va aller vite, hein. Il n'y avait pas grand chose. Ils ont annoncé l'implémentation du multi-user, donc plusieurs utilisateurs qui pourront se connecter et avoir leurs recommandations spécifiques et certaines personnalisations pour leur interface. Il va y avoir le support des manettes Xbox One S et PlayStation 4 qui vont être bienvenus pour les joueurs, surtout si, comme on s'en doute, les services de streaming vont arriver l'année prochaine et donc on pourra a priori jouer sur les prochaines générations de consoles entre guillemets sur notre Apple TV aussi, avec des applications streaming de Microsoft et de Sony possiblement. Des nouveaux screensavers avec des fonds marins qui paraissent sans doute être une anecdote aux gens qui n'ont pas utilisé ces screensavers d'Apple TV, mais ils sont tellement beaux que c'est presque une fonctionnalité d'Apple TV. C'est l'aquarium Apple. Et puis bon, une fonction karaoké dans Apple Music qu'on retrouve dans les autres applications Apple Music avec les paroles qui s'affichent en coordination avec le morceau de musique lui-même. Une chose spécifique que tu as retenue dans tout ça ? Tu veux dire sur tvOS ? Ouais. Non. Rien, bon, on peut passer, très bien. Bon, moi, mon cœur de gamer a fait moi aussi. Puis, surtout, le cloud gaming est quand même l'avènement à venir, et quand on pourra jouer à Xbox sur son Apple TV, ça change tellement de choses dans notre rapport au matos, quoi. WatchOS, il y a des petites fonctionnalités là encore, mais le gros morceau, c'est vraiment le fait que l'Apple Watch devient indépendante de l'iPhone dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les applications Watch n'ont plus besoin d'avoir une application parente sur le téléphone. On peut installer directement les applications Watch depuis un App Store qui est disponible sur la Watch. Il y a des fonctionnalités de streaming qui vont faire que les apps n'auront pas besoin de coordonner, de synchroniser les contenus qu'on veut écouter, que ce soit des audiobooks ou de la musique spécifiquement, ou des podcasts peut-être. On pourra les streamer directement depuis l'Apple Watch, soit en Wi-Fi, soit en 4G si on a de la 4G. Salut Karina, ça va ? Il y a Karina qui revient avec son manger. Ça a l'air pas mal. Arrête de me donner faim, parce que j'ai faim. Là, oui, déjà. moi aussi, je commence. Ouais. Bon, alors, on évacue l'Apple Watch, Bon, quoi d'autre ? Des nouvelles applications pour surveiller le volume sonore, qui peut être utile pour les vieux comme nous qui commençons à perdre. Non, justement, pour que les jeunes ne deviennent pas des vieux comme nous. Ouais, c'est vrai ça. Aussi. L'application de tracking de cycle menstruel, comme on en avait parlé à l'épisode précédent, qui aurait dû être là depuis longtemps, qui sera aussi disponible dans l'application santé sur iPhone. Je crois que j'oublie pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as retenu ? Non, simplement que WatchOS continue son bonhomme de chemin. A priori, les chiffres, même s'ils ne sont pas confirmés par Apple, montrent que petit à petit, l'Apple Watch est en train de devenir une vraie bonne réussite pour Apple, et qu'aujourd'hui, disons-le, et sans être partisan, il n'y a pas vraiment d'offre en face.
Et avec des petites choses, c'est vraiment des petits incréments. Apple est en train de montrer ce qu'on peut faire. Ils se sont bien plantés au départ, on peut le dire. Je n'irai pas jusque-là. Disons qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'il y avait dans l'Apple Watch 1 qui ont disparu, parce qu'on s'est aperçu que ça servait à rien. Mais petit à petit, ils comprennent eux-mêmes à quoi sert une Apple Watch, et nous aussi. Elle est un petit peu à l'image de cette conférence Apple, en fait, l'Apple Watch. Il commence à comprendre effectivement à quoi ça sert. Il n'y a pas une fonctionnalité qui est une killer app ou une killer fonctionnalité qui dit « c'est pour ça que tu dois avoir une Apple Watch ». Il y a plein de petites fonctionnalités dont différentes personnes peuvent avoir besoin, peuvent rendre des services. Qui au final propose un package séduisant pour certains, quoi. Je donne vraiment un tout petit exemple, mais pour avoir été confronté à ça, beaucoup de gens se sont moqués. « Oh, la calculette arrive sur l'Apple Watch ». Alors, on a vu des visuels de la vieille calculette des années 80 sur ta montre. La Casio, oui. La Casio, mais ils n'ont pas fait que ça. C'est qu'ils ont développé un module qui va te permettre de calculer ta note au resto avec tes amis sur l'Apple Watch. C'est surtout aux US pour calculer le type, enfin le oui, pourboire. Mais tu pourras aussi splitter entre le nombre de gens à table. Ça paraît con, mais de pouvoir faire ça avec 2-3 manips sur son Apple Watch, pas devoir sortir son smartphone, parce quand on est poli, on sort pas son smartphone à table. Non, pas son smartphone à table, Patrick. Ah merde, bon, ok, je le range. Non, mais c'est marrant parce que c'est exactement le genre de fonctionnalité dont il est très simple de se moquer. Ouais. Une Apple Watch est vraiment, si vous voulez faire des mèmes ou trouver une raison de rire de vos amis, vous pointez vers leur Apple Watch et vous faites justement ce genre de blague. Et pourtant, c'est un petit peu comme les AirPods qui sont super moches dans les oreilles. Et ben, il n'empêche, ça rend suffisamment de service, c'est suffisamment agréable pour que on l'utilise quand même. Donc, il continue à ajouter ce type de fonctionnalité à l'Apple Watch pour la rendre. Alors, on disait... Rien n'est indispensable dans l'Apple Watch, mais il y a de plus en plus de choses pratiques. Ouais. À part, bien sûr, pour moi, la fonctionnalité lampe torche, tu vois, qui pour moi est évidemment raison que... Tu sais quoi, d'avoir une lampe torche... Non mais, ici, là, dans l'atelier, quand on part et qu'il fait nuit, la lampe qui doit éclairer ma serrure, elle est en panne. Eh bien, de mettre ses clés dans une serrure avec l'éclairage de l'Apple Watch est beaucoup plus pratique que de devoir sortir son smartphone, de le tenir de l'autre main, etc. C'est marrant parce que j'avais parlé de cette histoire de lampe torche il y a peut-être 1 an déjà, et je crois qu'à chaque fois que je dis le mot Apple Watch, il y a quelques auditeurs pour me ressortir l'histoire. Bah ouais, c'est pratique comme lampe torche, et ils ont raison, c'est un petit peu ridicule, mais il n'empêche que ça rend service. Non, bon. Tu vois, moi, beaucoup de gens se moquent sur ma montre, pourquoi t'as le cycle du soleil ? Et ben, quand on fait des tournages vidéo, de savoir visuellement quand le soleil va se coucher, et ben, par exemple, c'est le genre de truc, et j'ai pas à sortir mon smartphone et chercher l'heure où le soleil va se coucher. C'est con, mais ça sert. Oui. Je crois que c'est un bon résumé pour l'Apple Watch. C'est con, mais ça sert. iOS, il va y avoir évidemment un certain nombre de mises à jour. Alors, c'était un gros morceau de la conférence, donc je vais essayer de résumer. Plus des optimisations pour le Face ID qui va être plus rapide, les applications qui vont être plus légères en taille, et donc se télécharger. Oui, t'as raison, 50% d'après leurs chiffres. Moi, j'aimerais être 50% plus léger. Hein. Je vais aller dans le programme des apps d'Apple. Hein. 50, ça fait beaucoup quand même. Je m'inquiéterais un peu. Mais oui, donc 50% plus léger, donc à télécharger en volume sur votre téléphone, etc. Et elles vont donc se lancer plus vite. Le dark mode que beaucoup de gens attendaient, dont il est aussi un petit peu facile de se moquer, mais qui est assez populaire. Le clavier Quick Path, qui est l'équivalent d'un clavier swipe ou ce type de clavier où on passe d'une lettre à l'autre sans lever le doigt, qui existe depuis très longtemps et qui existe sur Android depuis très très longtemps, sur iOS depuis longtemps, mais qui du coup est intégré maintenant à l'OS de base. Des nouvelles manières de partager les photos, par exemple, plein de choses, mais notamment les photos qui sont assez intelligentes, qui vont voir qui sont sur les photos, et donc vous suggérez ces personnes si elles sont dans vos contacts. Pour les partager avec elles. Quoi d'autre ? Des nouveautés dans les maps, les cartes qui ont été améliorées, en particulier aux États-Unis. Ils ont une sorte de Street View, d'équivalent de Street View
qui a l'air un petit peu mieux que Street View, plus joli que Street View dans les déplacements en tout cas, sans doute moins fourni, des mises à jour pour différentes apps comme les rappels, etc. Ils ont beaucoup insisté. Bon, je vais parler du reste après. Peut-être que déjà sur ces petites mises à jour, on peut voir si tu as quelque chose à dire. Du rattrapage par rapport à Android, d'autres choses plus innovantes, mais on va dire rien d'incroyable. C'est plutôt ce dont tu vas parler qui était très, très intéressant quand on réfléchit aux implications. Alors justement, ils ont fait une grosse partie, c'était un petit peu partout, mais ils ont fait une grosse partie spécifique sur la vie privée et la protection des données plutôt. Comme toujours, Apple, j'ai vu un article qui disait « Apple consolide son positionnement comme une société qui vous vend de la vie privée, en fait. » Le chevalier Bayard de votre vie privée. C'est un peu ça. Et c'est une bonne manière de décrire les choses. Apple, c'est son business model aujourd'hui, en grande partie, c'est vous fournir de la protection de votre vie privée dans l'environnement Internet connecté, dans lequel il est difficile de protéger sa vie privée, effectivement. Ils ont présenter des choses comme la possibilité de partager sa localisation avec une application une seule fois et pas juste quand l'application est active ou ou tout le temps. Donc aujourd'hui, on pourra dire une fois et si tu la veux encore, tu me la redemandes. Il y a une intégration de HomeKit au routeur qui va permettre d'isoler certains éléments. C'est très intéressant, notamment pour les caméras de surveillance qui peuvent être criblés de trous et donc permettre à des personnes mal intentionnées de voir physiquement ce qui se passe chez vous. Avec cette protection, a priori, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais surtout, le gros morceau pour moi, c'est l'option Sign in with Apple. Donc, se connecter à une app ou peut-être même à un service web avec votre identifiant Apple, de manière à avoir un identifiant qui va vous permettre de garder vos données d'une session sur l'autre dans le service ou dans l'app, ou si vous téléchargez l'app sur un nouvel appareil, enfin toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires quand on a un service où on a un identifiant. Et donc il sera possible, en plus du fait de bien sûr créer un compte spécifique pour cette application, ou se connecter avec votre compte Facebook ou votre compte Google ou votre compte Twitter, eh ben, il sera possible pour les développeurs qui implémentent cette possibilité de se connecter avec votre compte Apple. Et là où c'est très différent, c'est que Apple, étant dans l'optique de protéger votre vie privée, va donner aussi peu d'informations que possible à ce service. Et surtout, le service ne pourra pas recouper vos activités et vos informations avec les autres services que vous utilisez. Et c'est le cas souvent quand on se connecte avec Google ou avec Facebook. Eh ben, ils aspirent ces informations et construisent des profils sur vous. Là, vous vous connectez avec votre compte Apple. Donc, Apple, peut-être qu'ils pourraient en théorie aspirer les informations, mais c'est pas leur business model. Et ils n'y ont pas intérêt puisqu'ils vous vendent le contraire. Et surtout, ils vont donner très peu d'informations au service. Ils vont vous permettre d'utiliser une adresse email. Vous donnez le choix de transmettre votre adresse email au service. Et même si vous voulez transmettre votre adresse email, vous pouvez choisir de transmettre la vraie, mais vous pouvez aussi choisir de transmettre une adresse, une sorte d'alias, qui est complètement aléatoire dans l'adresse, et donc qui sera spécifique à ce service. Du coup, si le service est compromis et que l'adresse fuite, ou si à un moment vous vous dites j'en ai marre de ce truc, je veux plus qu'il me contacte, et vous désactivez en fait la connexion au service, vous supprimez cette adresse aléatoire, et c'est pas l'adresse que vous utilisez en général, que vous avez distribué à plein de gens. À expliquer que cette adresse générale aléatoirement sera liée à ton adresse, tu recevras les mails. Ah bien sûr. Tu recevras les mails, mais tu pourras la désactiver à tout moment sans désactiver ton adresse principale. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie notre adresse email à des dizaines de services différents. Alors, bien sûr, je discutais avec des gens sur Twitter, avec notre ami Totor sur Twitter, il me disait « Oh, mais les alias, ça existe depuis longtemps, c'est pas du tout innovant, machin. » Bien sûr que ça existe. Mais là, l'utiliser comme ça, le simplifier de cette manière pour les utilisateurs Apple, moi, j'hésite pas à le dire, je trouve que c'est un trait de génie, cette fonctionnalité.
Encore une fois, ton ami sur Twitter a tout à fait raison. Depuis longtemps, les gens qui savent faire et qui ont une hygiène Internet irréprochable utilisent depuis longtemps des adresses alias. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment faire. Le commun des mortels, on va dire, ne sait pas comment faire. Et c'est toujours là le génie d'Apple. Si on peut parler de génie, c'est de mettre de manière accessible ce genre de protection. Et moi, je trouve que c'est vraiment un trait de génie parce que ça fait de facto d'Apple un fournisseur d'identité pour des services de tout type qui est centré sur la protection de votre vie privée. Et franchement, alors il y a eu plusieurs initiatives, il y en a eu même beaucoup, mais aucune n'a prise parce qu'aucune n'a la puissance d'Apple ou de Facebook ou de Google derrière. Et là, le fait d'implémenter, ça étend en fait la proposition de sécurisation de la vie privée d'Apple, qui existe déjà sur leur service, ça l'étend à des services tiers. Et ça, c'est une évolution qui est vraiment, vraiment importante pour moi. Moi, j'ai essayé d'expliquer hier à un ami qui n'est pas du tout technophile. Je lui disais, tu sais, on dit souvent qu'Apple, c'est une cage dorée. Là, avec ça, ils ont fait une boule dorée. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec la protection Apple et se balader sur Internet tout en bénéficiant effectivement d'un certain niveau de protection facile à utiliser. C'est-à-dire que là, imagine la situation à l'avenir où tu as des applications qui te proposent sign in with Twitter, sign in with Facebook, sign in with Google, ou alors sign in with Apple. Je fais plus que du sign in avec Apple, moi. On est d'accord. On est d'accord. Surtout aujourd'hui qu'on est tellement préoccupé par la question de notre vie privée, je pense que c'est un moyen simple de dire est-ce que tu veux que tes données soient aspirées par tout le monde, ou est-ce que tu veux être protégé autant que possible ? Je crois que la réponse est souvent, à moins que ça soit une app spécifique à laquelle tu veux vraiment donner tes données, la réponse sera souvent je préfère être protégé, quoi. Et beaucoup vont dire oui, mais du coup ça limite à une élite qui va se payer la vie privée, etc. Mais il faut bien comprendre que Google et Facebook vont devoir réagir à ça et modifier leur manière de faire pour aussi sécuriser le sign-in with Google. C'est-à-dire que Apple pousse le marché, force même le marché à augmenter sa privacy. Il y a un élément de ça, bien sûr. Ouais. Il y a un élément de ça, et je dirais que... Alors, Apple fait effectivement des produits premium dont ils ont eu la chance d'alpaguer leur argument marketing à cette question de vie privée, c'est sûr, mais le fait qu'ils soient les seuls à proposer cette option, ça veut bien dire que quand les choses sont moins chères, ou en tout cas, il serait possible de faire moins cher et d'avoir ces fonctionnalités, certainement. Mais quand les choses sont gratuites, c'est aussi pour cette raison, on en parle suffisamment dans cette émission, mais donc ça veut dire que ça montre aussi que si on a des produits gratuits, ça montre que si on veut des produits qui protègent votre vie privée, à un moment, ils pourront pas être gratuits. Ça sera peut-être pas aussi cher qu'Apple, mais à un moment, ça sera, il faudra ouvrir le portefeuille, quoi. Bon, donc ça, c'était pour moi le gros morceau. Il y a un autre gros morceau qui là encore paraît anecdotique, mais qui pourrait être relativement important, c'est les Memoji customisables et surtout utilisables en dehors des quelques apps dans lesquelles ils étaient utilisables jusqu'aujourd'hui. Les Memoji, vous les connaissez certainement, c'est ces avatars créés par le système de reconnaissance faciale d'Apple. Donc vous les créez et puis vous pouvez l'utiliser dans quelques applications. L'année dernière, quand ils ont été disponibles, ça a fait quelques jours, quelques semaines, quand les gens recevaient leurs nouveaux iPhones ou leur nouvelle iOS, ils faisaient quelques Memoji, et puis ça s'arrêtait. Je pense que là, il y a plus d'options de customisation, et puis surtout, on peut les utiliser en dehors, dans les applications externes, en fait. Et pour moi, la demande à laquelle ça répond, en fait, c'est de créer des emojis personnalisé à ce que tu es toi. Et ça parle aussi aux gens qui disaient, et qui disent souvent, il faut plus de personnalisation pour les emojis, il faut qu'on ait plusieurs couleurs de peau, des genres neutres par exemple, et il y a plein de débats qui ont eu lieu sur ces questions dans lesquelles on va pas retomber, mais l'utilisation des emojis, du coup,
c'est une solution à ce problème d'une certaine manière, parce que chacun peut faire le sien, quoi. C'est pas un hasard, Facebook vient d'annoncer aussi des espèces de Mimoji. C'est une manière, même si la ficelle est un peu grosse, mais quand même, on le voit bien avec le succès des avatars qui sont pas ta photo utilisés sur les réseaux sociaux. Une partie des gens, je parle pas pour nous, parce que nous, nos têtes, on met nos photos et puis voilà, mais des gens qui veulent ressembler quand même un peu à ceux qui ressemblent, mais protéger leur identité, c'est une manière, avec cette customisation, de pouvoir le faire. Un petit peu peut-être, ouais. Moi, je crois qu'il y a aussi un aspect playful, un truc assez amusant dans les Mimoji. Et puis le fait donc qu'ils ont ces stickers qui sont en fait des poses de Mimoji qui correspondent aux poses des emojis. Et donc, ça vous propose une collection d'emojis adaptés à votre Mimoji. Ça devient compliqué avec tous les OG, mais donc ça vous fait une collection d'emojis personnalisés, quoi. Et là encore, on peut se moquer, et moi le premier, de ce type d'annonce. Et là encore, Apple n'a absolument pas innové. Les Memojis, ça existe depuis longtemps. Mais ils sont super réussis. Il y a eu un énorme travail de design. Ils font cartoon, mais pas trop. Ils sont sympathiques. Ils sont pas creepy. Et ça, c'est le plus dur à faire avec des trucs comme ça. Et d'ailleurs, tous les nouveaux de Samsung et de Facebook, là, récemment, ils ressemblent vachement à ce design. Oui. Bon, photos, des nouveautés dans photos. Je sais que toi, c'est quelque chose qui te parle particulièrement, les photos et les vidéos. Alors, il y a des nouveautés dans l'application de consultation, la bibliothèque de photos, et dans l'édition. Je vais te laisser peut-être me dire ce qui t'a sur marqué. l'édition, ça serait un peu long de tout voir, mais effectivement, des choses qui manquaient, des choses comme contrôler directement la vibrance ou des choses comme ça, vont être directement. L'interface va être bien mieux. C'est pas dur parce qu'elle était catastrophique. Elle était moche, l'interface d'édition dans photo. Et surtout, la grosse nouveauté, et qui paraît anodine, mais là aussi très important, c'est que toutes ces modifications pourront être faites sur des vidéos. Et qu'avant, c'était une vraie galère de modifier une vidéo sur iOS. Notamment pour faire une rotation de vidéo, si tu as filmé à la verticale, tu as mal filmé, pouvoir redresser une vidéo, il fallait passer par des applis tiers, et là, on va pouvoir appliquer des filtres, faire une rotation sur une vidéo et tout ça. C'est un vrai petit progrès. C'est con, mais quand tu es en vacances, oui, ça va te permettre d'aller plus vite et de perdre moins de temps. Il y a aussi donc dans la bibliothèque un nouveau mode de visionnage des photos. D'une part, il va supprimer celles qui sont pas intéressantes, genre la photo du tableau blanc que tu as pris ou du document que tu as pris pour le scanner. Les dupliquer, les photos, quand tu as pris 4 fois la même photo, il va les supprimer dans l'affichage, pas dans la collection, mais dans l'affichage. Et puis, un nouveau mode de visionnage avec jour, mois et année qui est dynamique et qui est franchement bien foutu. Je donnerais... d'une part, c'est très beau à regarder. Je trouve que là, ils ont vraiment trouvé une formule qui fonctionne. Et puis, l'un des exemples qu'ils donnaient, c'est que quand on est dans la vue année, ça va vous mettre comme photo d'illustration de chaque année un truc qui va être lié à la date. S'il y a, par exemple, un anniversaire, on va avoir une photo de l'anniversaire sur chaque année. Parce que, intelligemment, ils savent que c'est la date de l'anniversaire d'un ami ou d'un membre de la famille ou de soi. Et donc, il va essayer de trouver des photos de cette personne et les afficher dans la carte, en fait, qui représente chaque année. Et plein de petites choses comme ça qui sont assez malines. Là, typiquement, on est dans ce que fait Google Photos depuis déjà un certain temps, mais toujours dans cette boule dorée Apple. Vos photos sont bien évidemment sur des serveurs à iCloud, etc. Mais les données sont complètement anonymisées et Apple ne va pas extraire de la data à vendre de vos photos, alors que Google, oui. Quoi d'autre ? Les AirPods, il va y avoir des petites améliorations aux AirPods, possibilité de partager facilement la musique d'un AirPod à l'autre ou d'écouter à deux quelque chose qu'on voit sur un appareil, possibilité de répondre à un message directement quand Siri nous l'annonce dans les AirPods, enfin des petites choses comme ça. Des petites choses sur les HomePods sur lesquelles on va passer parce que bon, c'est les HomePods. CarPlay amélioré avec une nouvelle interface qui permet en fait d'avoir plusieurs informations en même temps sur l'affichage de CarPlay. Les gens qui utilisent leur iPhone en voiture seront hyper contents de cette nouveauté. C'est une interface qui est beaucoup plus convaincante. Et puis surtout, moi j'ai trouvé que Siri, qui est un élément commun à toutes ces nouveautés dont on vient de parler, la nouvelle voix de Siri
est vraiment, vraiment intéressante, en tout cas dans la démo. Il faudra voir ce que ça donne en réalité, en utilisation. Ils n'ont pas utilisé un acteur qui a dit de nombreuses syllabes, qu'ils remettent ensemble et du coup qui donne ce langage un petit peu haché, un petit peu pas naturel. La nouvelle version, c'est en fait entièrement synthétique, c'est-à-dire que c'est la science-fiction qu'on imaginait il y a quelques décennies. C'est vraiment une voix qui n'a pas d'origine humaine, c'est entièrement synthétisé par un ordinateur. Ils utilisent un système qui s'appelle le Neural Text-to-Speech, donc c'est un réseau neuronal qui fait du texte à la voix, et ben la voix, étonnamment, semble beaucoup plus naturelle, surtout sur les phrases longues. Et c'est un petit peu HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est réalisé, quoi. Ouais, il y avait beaucoup de choses comme ça, et quand on l'entendait parler, on se disait... là aussi, on sent que Apple va jusqu'au bout, ils ont mis le temps, mais ils vont au bout de certaines idées. Là où ils veulent amener Siri, en tout cas dans le retour de Siri qu'on entend. Et ça paraît rien, mais ça fait beaucoup en fait. Ouais, je trouve aussi que c'est une étape, le naturel de la voix est hyper important. Maintenant, s'ils peuvent faire comme Google et nous mettre la compréhension de la voix sur l'appareil plutôt que dans les serveurs pour que ça soit plus rapide, je pense que ça Oui. Là, ça risque d'arriver avec les prochains modèles. Genre, ils le gardent, ça serait possible sur les modèles d'aujourd'hui. Mais quelque part, on peut reprocher à Apple, à raison, d'être en retard sur tout un tas de technologies, mais ils les mettent petit à petit et ils veulent être sûrs qu'on les utilise. Et quand on les utilise pas, ils les enlèvent. C'est aussi quelque chose qu'on a vu. On se retrouve pas avec plein de nouveautés où on va en utiliser que 5%, quoi. Grosse nouveauté, c'est iPadOS, donc, qui, bon, soyons honnêtes, l'OS de l'iPad était effectivement différent de l'OS de l'iPhone depuis un moment, mais aujourd'hui, il a son nom à lui, iPadOS, avec des nouveautés qui étaient très attendues, et comme toi, t'es le grand aficionado de l'iPad, je vais peut-être te laisser nous les détailler. Bah écoute, oui, c'est déjà une évolution majeure quand même pour l'iPad. Ça montre que le positionnement d'Apple de dire c'est pas un ordinateur, mais c'est pas un grand iPhone, c'est un nouvel objet informatique, se concrétise par effectivement un fork d'iPad OS qui va avoir ses fonctionnalités propres. Je passe assez rapidement, mais effectivement beaucoup d'optimisation sur le multitasking sur un iPad, avec quelque chose qu'on ne trouve pas sur ordinateur, mais qu'on ne trouve pas sur l'iPhone non plus. Gérer plusieurs fenêtres dans un mode très ordonné, très iPad, toujours basé sur le touch. Même si la souris va être reconnue, on reviendra là-dessus, c'est pas un système gérable à la souris. On va pas se retrouver avec plein de fenêtres de partout. C'est vraiment pensé pour le touch, l'iPad restant un ordinateur drivé par le touch. Gros truc attendu, donc je l'ai déjà dit, la souris, même s'ils n'en ont pas parlé, comme on disait hier, Apple ne voulait pas montrer un visuel d'un iPad avec une souris à côté. L'iPad n'est pas un ordinateur, Apple veut bien qu'on le comprenne. Mais dans les options d'accessibilité, vous pourrez installer une souris USB, ça a été confirmé ce matin. Ou Bluetooth. Ou Bluetooth. Également, ça a attendu, vraiment très attendu par moi, la reconnaissance de périphériques de stockage externe, des clés USB, etc. Probablement dans un mode protégé. On ne pourra pas lancer des applis externes à partir donc ça sera a priori seulement pour les données. On ne pourra pas installer d'app sur un stockage externe. Apple tient à garder la stabilité d'un iPad. Et ça, c'est tout bête, hein. Les gens qui l'utilisaient avec Android depuis longtemps le savent. Si on installe une app sur un stockage externe, et ben le jour où on enlève le stockage externe, comment on gère l'app ? Elle est plus là. Est-ce qu'elle disparaît du home screen, de l'écran d'accueil ? C'est possible, bien sûr, à gérer, mais c'est juste que ça complique un peu trop les choses. Et sans parler des problèmes de vulnérabilité et ce genre de choses. Donc, ça sera probablement dans une bulle dorée aussi, l'utilisation de l'USB Drive, mais ça va rendre, par exemple, possible le montage vidéo professionnel sur des iPads. Ça sera très intéressant à explorer. Justement, la gestion des fichiers va être vraiment, ça ressemble maintenant à ce qu'on a sur un ordinateur. Ça devient vraiment pro. Des nouveaux gestes pour le copier-coller. Tout ça, j'attends de voir. Je suis pas sûr de me faire aux 3 doigts pour copier-coller. On verra si ça prend bien. Et un truc qui paraît tout bête, mais
le stylet devient de plus rapide, plus réactif. C'était un petit reproche que certains graphistes avaient encore avec le stylet, qui était moins rapide que le très haut de gamme des stylets graphiques. Là, on est dans des performances vraiment professionnelles au niveau du stylet. Et que ce stylet, son utilisation va s'étendre beaucoup plus à l'iPad. Vous pourrez surligner des articles sur le web. Voilà, le stylet, à mon avis, va prendre beaucoup plus d'importance et beaucoup de gens qui ne l'utilisaient pas, parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont pris et qui au final ne l'utilisaient pas. Ouais, je suis en train de lever la main là. Ouais, peut-être qu'ils vont se mettre à plus l'utiliser. Si toi, tu pouvais par exemple des articles que tu es en train de lire, les surligner assez facilement ou prendre des notes plus facilement sans être obligé d'ouvrir notes, etc. J'attends de voir. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement le copier-coller avec des gestes des doigts qui sera beaucoup plus simple que appuyer longtemps. Toutes ces améliorations d'interface de déplacer le curseur, sélectionner du texte, qui a l'air d'être plus simple qu'aujourd'hui. Donc ça, j'attends de voir effectivement. Mais ça m'amène quand même à une réflexion sur l'iPad qui était censé être vraiment une manière d'envisager l'interface on-machine différente. Et à force de rajouter des fichiers, des lecteurs externes, le support de la souris, même si c'est pas tout à fait ça, je me demande si on n'est pas un petit peu en train d'abandonner cette idée qu'on pouvait imaginer une interface homme-machine différente du couple clavier-souris pour avoir un maximum de productivité. Alors, on n'y est pas encore. C'est quand même, ça reste très focalisé sur le touch. Ça reste un truc, une interface qui est limitée dans son multitâche, etc. Donc peut-être que on ne perd pas trop en simplicité pour gagner en productivité, mais je me pose quand même la question. Moi, je pense que la différence va être entre l'iPad et l'iPad Pro. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une couche iPad très simple à utiliser pour les gens qui ne veulent pas se compliquer avec l'informatique, mais il y aura une sous-couche qu'on va appeler Pro, qui permettra à ceux qui veulent vraiment faire un outil informatique, qui gardera des particularités, ça sera jamais complètement un ordinateur, mais qui permettra de débloquer des fonctions. Mais ils garderont toujours une couche, parce que t'es pas obligé d'utiliser toutes ces fonctions qu'ils utilisent sur iPad OS. Et si tu prends un iPad 2018, que tu en sers juste pour consulter, c'est aussi facile à utiliser qu'un iPad des premiers jours. C'est intéressant, oui. Donc toi, tu fais la distinction un petit peu entre l'iPad... Enfin, c'est pas forcément une distinction iPad-PC, mais plutôt une distinction iPad-iPad Pro. Exactement, ouais. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, mais effectivement, c'est intéressant. Du coup, est-ce qu'on sait si les iPads classiques bénéficieront de ces améliorations Oui, pour donner envie d'acheter l'iPad Pro après. Non, mais honnêtement, je pense que Apple va continuer sa stratégie marketing de sortir des iPads simples et pas chers. Parce que oui, il y a du pas cher chez Apple, c'est les iPads. En proposant le même OS, et des gens vont se mettre du coup à passer de j'utilise mon iPad juste pour regarder Netflix et faire 2-3 trucs, à se dire ah tiens, je pourrais faire mes mails. Ah tiens. Et au bout d'un moment, se dire ah j'ai quand même besoin de plus de puissance et j'utilise plus mon iPad que mon ordinateur. Et bim, acheter un iPad Pro qui eux vont rester très chers. Intéressant, oui. Bon, c'est possible. Puisqu'on parle de Pro, passons à au Mac Pro, donc qui était très très attendu par tous les pros de la Terre et qui s'est beaucoup fait attendre puisque la dernière version du Mac Pro c'était 2013, je crois, ou peut-être même avant, 2011. La poubelle. La poubelle, c'est peut-être 2013, t'as peut-être raison. Bon, enfin, en tout cas, ça fait très très longtemps et elle posait plein de problèmes. Bref, le nouveau Mac Pro que Jérôme a amoureusement surnommé la râpe à fromage. Oh, je sais pas, tout le monde a tout le monde, bien sûr. D'ailleurs, c'était un rappel de l'ancienne version des Mac Pro qui était déjà une râpe à fromage. Donc, on va vous passer tous les chiffres. En gros, il est très très puissant. Les deux chiffres que je mentionnerai, c'est 1,4 kW de puissance d'alimentation et au maximum 1,5 Tera de RAM, ce qui est quand même... Bon, c'est beaucoup. Il est très très puissant pour gérer toute la vidéo, toute l'audio. Pour le montage. En gros, à quoi ça sert ? Montage vidéo, surtout si on fait du montage vidéo en 4K ou même en 8K.
audio, si c'est de l'audio très très complexe, ils ont fait une démo avec 1000 pistes audio différentes, ou alors calcul 3D, et si on a besoin de beaucoup de puissance, évidemment avec le prix qui va avec, puisque le Mac Pro est à $5000 en version de base, et on imagine que ça pourra monter beaucoup plus haut. A priori, ça pourra monter jusqu'à 30-40 000 $. Mais avant que les gens fassent des PLS en écoutant ça, il faut comprendre... Et d'ailleurs, je pense qu'Apple aurait peut-être pu en profiter pour redonner un nouveau nom. C'est des stations de travail qui vendent. Et si on se réfère à des prix professionnels de stations de travail, ils sont dans les prix du marché. On parle pas d'un PC pour jouer là, on parle d'un... Et je dénigre pas les PC pour jouer, il y en a des très puissants et des très chers, mais là on parle d'ordinateurs qui sont dédiés, qui ont des fortes rentabilités, c'est des entreprises qui vont investir, pour qui dépenser 20 000, 30 000 euros pour une station de travail n'est pas exorbitant, puisque ça rentre dans des calculs d'amortissement. C'est-à-dire que si il vous permet de faire vos rendus graphiques en 30% plus rapidement, exactement. Et ça se calcule très facilement financièrement. C'est presque de la machine-outil là, dont on parle. Ça, ouais. Donc, ne pas oublier que ça a été présenté à la WWDC pour des développeurs, des professionnels. Ce n'est absolument pas l'offre grand public ou semi-pro d'Apple. Les iMac semi-pro vont continuer à des prix, même si c'est cher, beaucoup plus accessibles pour les semi-pros en fait, ou les PME. C'est ça, c'est-à-dire que on peut imaginer que quelqu'un qui a besoin d'un iMac, déjà aujourd'hui, l'immense majorité des ordinateurs de grand public peuvent faire l'immense majorité des tâches dont tous les pros ont besoin. Donc, à la limite, si on est en agence de pub, quelque chose comme ça, enfin, si on a besoin de manipuler des graphiques, on va prendre un iMac Pro qui, lui, va suffire. Mais là, effectivement, comme tu le dis, on est sur un marché de stations de travail qui est très différent. Ouais, on peut regretter juste que l'offre semi-pro de chez Apple va être des ordinateurs très figés, qu'on ne peut pas vraiment modifier, à part un peu les barrettes de RAM. Ouais. Ça aurait été sympa, mais Apple n'est pas réputé pour être sympa, mais ça aurait été sympa de sortir peut-être un Mac Pro Lite où t'es juste la râpe à fromage et dedans avec des composants avec un prix de démarrage à 2000 €, et puis après tu peux le gonfler, tu vois. Mais non, ça va pas être le cas. Ils ont aussi montré leur Pro Display XDR, qui est un écran 32 pouces Retina 6K avec un ratio de 1 pour 1 million. Et qui peut atteindre des niveaux de clarté, enfin de brillance qui sont impressionnants pour les gens qui sont intéressés par ce genre de choses. L'écran a combien ? $5000. Bon, là encore, on est dans un truc de marché de pro. La comparaison qu'ils faisaient sur scène, tu me disais, les écrans de contrôle vidéo pour le cinéma, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000 € pour Sony. Alors, est-ce que c'est aussi bien que les Sony ? Ça, c'est des débats d'experts, on n'est pas assez experts. Il faut juste savoir, effectivement, que pour obtenir cette qualité, notamment de luminescence et de qualité couleur, c'est des technologies qui n'ont rien à voir avec nos écrans, même les meilleurs écrans HDR, etc. On est à milieu d'un point de vue technologique. Il n'y a qu'à voir la grosseur de l'engin et la dissipation de chaleur sur un écran. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a un ventilo quand même dans le... Je crois pas, c'est en passif. Si. Ah oui, il y a un ventilo. Il y a un ventilo très lent et très... Mais il y a un ventilo. Grosse dissipation de chaleur. D'accord. Bon, une conclusion sur ce Mac Pro. Tout le monde va parler du pied à 1000 € en option. Là-dessus, d'ailleurs, peut-être que les gens qui écoutent en sauront plus, parce que nous, c'est pas très clair. A priori, il est quand même livré avec un pied. C'est un pied optionnel, articulé, machin, qui coûterait 1000 € en plus. Là encore, on est dans du matériel pro. Ne pas comparer avec du matériel qu'on s'achèterait nous, quoi. D'accord. Mais bon, toi, c'est un truc qui... Parce que toi, on parle de pro, t'es en plein dedans. Alors, t'es une chaîne YouTube, c'est pas non plus une... Est-ce que c'est un truc qui pourrait te servir à... Oui, carrément. Servir, oui, mais... Oui, mais surtout avec beaucoup de choses dédiées pour la puissance de trucs vidéo. Le truc, après, c'est des calculs de rentabilité. Est-ce qu'une chaîne YouTube est assez rentable pour se payer un ordinateur qui coûte 10 000, 20 000 €?
Aujourd'hui, je te réponds clairement, non. Je n'amortirai pas ce prix de matos, même si ça me ferait gagner beaucoup, beaucoup de temps, peut-être produire plus de vidéos, etc. Après, si je décroche plus de budget, par exemple, et ce genre de choses, oui, mais c'est des calculs, on va dire, industriels à faire. D'accord. Bon, on va conclure avec macOS Catalina, la prochaine version de macOS, qui a très habilement présenté l'explosion d'iTunes en 3 apps différentes. Il y aura Apple Music, Apple Podcast et Apple TV, avec la synchronisation des iPhones pour ceux qui le font encore avec leur ordinateur, qui sera directement dans le Finder. Et bien sûr, les contenus, ils seront utilisables sur chaque app indépendamment. A priori, sur PC, on va garder iTunes, au moins pour le moment. Peut-être que ça changera à terme. La possibilité d'utiliser un iPad comme écran secondaire pour le Mac, qui était déjà en rumeur et qui est possible avec des apps tierces, mais là c'est intégré au système. Et surtout, si on a le stylet, on peut utiliser l'iPad comme écran, tablette Cintiq pour professionnels, pour dessiner directement ou manipuler l'application directement sur l'iPad, mais sur le Mac en fait. C'était des choses qu'une appli comme Duet faisait. C'est ça, exactement. Leur marché s'effondre, mais c'est Apple qui l'a repris, quoi. C'est ça, et c'est possible en connecté filaire ou en sans fil. Voice Control, une fonctionnalité qui avait l'air vraiment enthousiasmante pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire le contrôle de macOS et d'ailleurs iOS par la voix, avec des spécificités. Enfin, vraiment, ils ont l'air d'avoir poussé le concept, avec par exemple la possibilité d'avoir sur les différents menus des chiffres pour les activer, ou la possibilité de diviser l'écran en grilles pour dire dans quelle zone on veut cliquer. Et le fait, c'était assez malin, quand on regarde l'iPhone et qu'on parle, l'iPhone sait que c'est à lui qu'on parle et plus au Mac. Ce genre de choses. Donc à voir si les personnes à mobilité réduite confirmeront que c'est une bonne option, mais ça a l'air très poussé. C'était d'autant plus intéressant que les personnes en situation de handicap, c'est presque en développant des choses pour eux qu'on fait progresser des fonctionnalités pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Oui, ça avait l'air la démo du contrôle vocal vocal m'a donné envie, moi, d'utiliser plus des fonctions vocales, parce que plus rapide, presque, que des fonctions qu'on fait à la main, quoi. L'application Find My, qui est en fait Find My iPhone, mais appliquée à tous les produits Apple, dont les Mac, qui est hyper intelligente. C'est-à-dire que même quand votre ordinateur est déconnecté du réseau et même en fermé, éteint, il y a quand même la puce Wi-Fi Low Energy qui va envoyer un petit signal. Mais vous allez me dire, un signal à quoi? Au réseau téléphonique? On n'a pas de carte SIM dans l'ordinateur. C'est pas con du tout. Ils envoient un signal, bien sûr chiffré, protégé, anonymisé, aux autres appareils Apple dans les environnements. Et Apple a aujourd'hui, je ne sais plus combien, c'est 1 milliard d'appareils actifs dans le monde, donc ça fait quand même une sorte de réseau privé, et donc il va utiliser ce réseau pour envoyer un signal aux autres appareils Apple qui, eux, seront connectés au réseau et pourront du coup informer les serveurs Apple et vous dire à vous, encore une fois, il faudra voir, les chercheurs en sécurité verront tout ça, mais... je pense que ça va lever beaucoup de frayeur, ce système. Mais franchement, il n'y a pas de raison que ça puisse pas fonctionner. Non, mais je suis d'accord, mais ça touche à 2 choses. Mon objet qui communique avec l'objet de mon voisin, et ça utilise le réseau de mon voisin pour dire oulala, ça fait très très peur. Ça va faire peur, mais vraiment il n'y a pas de raison. Fake news. Oui, mais si la raison dominait, Patrick, le monde serait beaucoup moins intéressant. Quoi d'autre? Mais moi je trouve ça hyper malin en tout cas. Oui, c'est malin. Ouais. Plein d'applications mises à jour. Le projet Catalyst, qui était le codename Marzipan dont on parle depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité de facilement porter vos applications iPad sur Mac. Alors, les applications mal faites ressembleront à des applications iPad pas adaptées au Mac. On espère que ça sera suffisamment surveillé par Apple pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Les applications bien faites pourront être développées plus facilement par les développeurs sur différentes plateformes et peut-être venir en fait dynamiser à la fois le marché des apps Mac et iPad d'une certaine manière.
Et puis un gros morceau sur la réalité augmentée, pour laquelle il est plus facile de développer des choses. Et ils ont présenté une fonctionnalité qui fait que on peut cacher une personne qui passe devant ou derrière des objets en 3D en réalité augmentée qui étaient pas mal foutus. On se dirige vers les lunettes, mais on n'y est pas encore. Mais c'est très malin la manière dont ils le font s'ils finissent par sortir des lunettes, parce que pour le coup, l'écosystème sera plus en place que ce qu'on a vu par le passé quand des lunettes sont sorties sans écosystème actif, quoi. Oui, je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs le nouveau Mac Pro. Tu peux le placer dans ton environnement en réalité augmentée directement sur le site. J'ai vu la démo. Ouais. Tu l'as fait, d'accord. Donc je vais pas te donner envie en te le montrant tout de suite en live. Non. Ou alors virtuellement, tu me transites 20 000 € sur mon compte. D'accord, donc je vais éteindre Parce que bien évidemment, je pourrais pas me contenter non plus de la config de base. Tu t'en doutes, Patrick. Bon, bah donc c'est à peu près tout pour cette conférence Apple. Évidemment, les bêtas sont disponibles pour tous les OS dont on a parlé aujourd'hui si vous êtes développeur. Ils arriveront en version publique en juillet, c'est relativement rapide quand même, et disponible pour le grand public. Oui, quand on parle en version publique, ça reste la bêta, mais en version finale, sortie des OS, à l'automne avec les nouveaux appareils comme d'habitude. Je pense que certains qui nous écoutent doivent être complètement crispés et nous traiter de tous les noms de fanboys. C'est vrai qu'on a été assez dithyrambique. La plupart des choses sont enthousiasmantes dans cette présentation Apple. C'est pas une question d'être fanboy, mais d'une manière générale, nous qui aimons la tech, c'était des présentations assez enthousiasmantes. Des concrétisations de choses qui existaient déjà, on le redit, mais dont l'implémentation par Apple est assez bien peaufinée. On comprend tout de suite à quoi ça sert. Après, il y a des choses, à mon avis, ça va flopper. Bien sûr. Il y a des choses qui ne marcheront pas chez Apple. Il y a des trucs qu'ils nous ont balancés qu'on n'utilise pas. Mais bon, quand même, c'était agréable à regarder quand on aime la tech. Qu'on soit Apple ou pas Apple, c'était agréable de voir ça. C'était plutôt une présentation sympa. Franchement, moi, je retrouve entre la conférence Google, dont j'avais déjà dit beaucoup de bien, et celle-ci, il y a eu un vrai plaisir à regarder les conférences tech que j'avais pas eu depuis, je dirais, 2-3 ans. Oui, c'est vrai. Même si, encore une fois, il n'y avait rien d'incroyable et de révolutionnaire, ça faisait plaisir. Alors que souvent, ces dernières années, c'était un petit peu, bon, ok, on va regarder, ça va se passer, mais ça sera sans doute pas si cool que ça. Bah là, si, j'ai trouvé ça cool. Si on prend du recul et on regarde l'ensemble du marché de la tech, c'est aussi une réaction à des choses beaucoup moins agréables dans le monde de la tech en ce moment avec les affaires Huawei, la Chine, etc. Ces sociétés américaines, à l'ADN américaine, Google, Apple, vont devoir innover énormément et proposer constamment de nouvelles choses s'ils veulent pas se faire croquer très vite, quoi. Pour une pomme, Apple, pas génial. En conclusion, si tu devais noter sur 20 cette conférence Apple? Écoute, parce que je suis quelqu'un de dur, je mettrais un petit 13, parce qu'on peut faire mieux. D'accord. On peut toujours faire mieux. Pour moi, les meilleures présentations vont pas plus de 16 sur 20, pour donner un peu quand même... Attends, présentation de l'iPhone, qui est quand même légendaire, en 2007. Non, il y a des défauts. Je mets un petit 17 parce qu'elle est légendaire. Mais je mets un petit 17 pour l'iPhone. Je mets pas un 20, non. Ah, non. D'accord. La perfection n'existe pas. D'accord, mais entre 17 et 20, il y a quand même 18 et 19. Oui, mais il faut toujours donner envie de faire mieux. C'est très français comme attitude. Exactement. Je punis. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on a tous ces débats dans le jeu vidéo, notamment quand les gens notent aux États-Unis et en France. En France, on a tendance à dire que 15, c'est déjà une super bonne note. Bah oui. Si tu mets 75 sur 80 sur 100 aux États-Unis, c'est super mauvais. Et c'est parce que dans l'école, le système de notation est fait comme ça aussi. Aux États-Unis, c'est des notations où tu peux avoir 90, 100 sur 100, c'est possible. Mais tu sais et en France, 20 sur 20... tous les questionnaires de satisfaction qu'on remplit doivent être adaptés à la France. Ah oui. Parce que nous, on met jamais la note maximum. Alors qu'aux États-Unis, comme tu dis, si tu mets pas la note maximum, ça veut dire que
t'es pas content. Ouais. Nous, en France, on va mettre 15 sur 20 quand on est très content. Eh ben écoute, c'est justement, je pense, la note que je mettrais moi à cette conférence parce que je suis à mi-chemin entre la France et les États-Unis. Il y avait des défauts, 15. moi je trouve quand même. Si, quand même. Si, bien sûr. Non, mais il y avait des défauts, elle n'était pas folle. On mais... nous la fait pas quand même. Il y avait des trucs, c'est bon. Le maquillage des emojis, des mimojis, bon. Bon, et donc... le pied à 1 000 €, parce que parlons-en de ce pied à 1 000 €. non, s'il parce te que plaît. tout le monde en parle. À mon sens, ça fait déjà 1 heure sur Apple, donc on va plutôt faire une petite pause très rapide pour vous reparler de Patreon et du fait que Patreon, c'est super sympa. Tu connais Patreon, Jérôme ? Bah écoute, je pense en monter un pour me payer un pied d'écran à 1 000 €. Bon, Patreon, vous le savez, c'est le système qui permet de soutenir le Rendez-vous Tech et vous pouvez choisir combien d'argent vous donnez par épisode, combien d'épisodes vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Et si vous voulez soutenir l'émission, si vous passez un bon moment en nous écoutant, si vous écoutez depuis quelques mois et vous dites « Oh bah quand même, quand je vois arriver le Rendez-vous Tech dans mon app de podcast, eh ben ça me fait plaisir. » C'est un petit peu comme une application Apple. Si vous donnez, allez, un petit peu plus de... Combien on va dire 13 sur 20 au Rendez-vous Tech ? Non, 14 Là, il va falloir qu'on discute. Eh ben, peut-être, dites-vous, je vais faire un tour sur patreon.com/rdvtech et donner un petit $, le prix d'un café, ou moins que le prix d'un café, en fonction du quartier où vous êtes. Allez prendre votre café à Paris, c'est ça, au Demago, et après, vous donnez à Patreon. Oui, bah là, tout à coup, c'est un petit peu plus par épisode. Donc, merci à tous ceux qui le font, et merci à vous qui n'êtes pas encore patriotes, mais qui songez à le devenir. C'est très rapide, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pourriez le faire tout de suite, même de votre téléphone portable, immédiatement. Alors, on parlait de grosses sociétés américaines. Eh bien, figurez-vous que l'inimaginable est en train de se produire. Le gouvernement américain est en train d'attaquer les sociétés américaines un petit peu par tous les fronts. Alors, attaquer, c'est peut-être un grand mot. Il y a une série d'enquêtes qui ont été rumorifiées et même rendues publiques, d'une part par le Parlement américain, qui ouvre une grande enquête sur l'ensemble des géants de la tech. En gros, c'est les GAFA dont on parle. A priori, on ne met pas le M dans l'eau parce que Microsoft est moins concerné par ces problèmes. Je crois que le fait qu'ils perdent tant de parts de marché avec l'arrivée d'Internet, finalement, leur servira peut-être. Mais en gros, c'est les GAFA. Et c'est une enquête qui vise très très large, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils vont avoir des auditions, des demandes de documents, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une enquête très vaste, pour savoir s'il y a une domination de la part des entreprises tech, et ça peut aller très loin. Donc ça, c'est l'une des choses. Et à côté de ça, il y a le département de la justice, la FTC, la CFTC, qui sont en train de regarder, de se diviser le travail, en fait. Donc ça, c'est des organismes gouvernementaux, évidemment, séparation des pouvoirs, c'est pas les mêmes organes du pays, de la nation. Mais ils sont en train de regarder Google, Amazon, Apple, et même la CFTC dont je parlais, va regarder les efforts de développement de crypto-monnaies de Facebook. Donc ça touche un petit peu à tout. Ça, c'est pas... tous ne sont pas complètement confirmés, mais c'est suffisamment leaké pour qu'on puisse se dire que ça va effectivement avoir lieu. C'est effectivement ces grandes opérations, on les a souvent connues dans l'histoire américaine. Oui, les États-Unis sont un pays libéral, voire ultra-libéral, mais il y a toujours un moment où, on l'a vu avec des entreprises pétrolières, etc. Les deux grosses, c'était vraiment le pétrole et les télécommunications. Et les télécommunications, ils ont splitté des marchés. Là, c'est vrai que le couperet... peut tomber. Alors, on n'y est pas du tout encore. Non, on n'y est pas. Mais là-dessus, ils sont assez intransigeants, les Américains. C'est un paradoxe de l'économie américaine qui favorise énormément une espèce d'ultralibéralisme, mais en même temps, ils ne déconnent pas avec leur loi antitrust. Donc, à voir. Ça va être très intéressant à suivre. Ce qui est sûr, c'est que ça a un effet immédiat sur l'attitude de ces sociétés, généralement. Le fait d'ouvrir une enquête de ce
type-là, même si ça n'est pas suivi de sanctions ou d'actions concrètes, ça peut encore avoir, parce qu'on n'est plus à l'époque justement des monopoles de l'industrie pétrolière ou des télécommunications. Je dis on n'est plus à l'époque parce que je pense qu'ils sont un petit peu moins intransigeants aujourd'hui, mais ça peut avoir des effets. C'est en tout cas un truc qu'on sentait. Je vous en parlais dans l'émission depuis de nombreux mois. Je disais, aux États-Unis, ça commence à se sentir la possibilité d'enquête. On a une sorte d'alignement entre les républicains et les démocrates qui se tirent généralement dans les pattes à toute occasion, qui fait que ça pourrait donner quelque chose à faire à suivre. Peut-être aussi que ce qui s'est passé en Europe, je pense pas que ça les influence plus que ça. Non, mais si. Mais il y a quand même, il faut s'adapter aux marchés mondiaux aussi. Et il y a une prise de conscience mondiale, on va dire aussi. La réponse, l'attitude de réponse au RGPD qu'ils ont eu aux États-Unis, c'était un petit peu. Regardez, en Europe, ils ont fait quelque chose. Alors oui, c'est pas parfait, il y a plein de problèmes ici et là, mais ça va dans un sens qui est pas forcément une mauvaise idée. Donc. Puisqu'on parle d'Europe, une affaire intéressante de la justice française qui devait déterminer dans le procès que se livrent les héritiers de Johnny Hallyday la résidence de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il était effectivement résident en France ou est-ce qu'il était résident ailleurs, comme il le disait? Ils se sont servis de son compte Instagram, figure-toi. Ils sont allés regarder où étaient les photos des grands moments de leur vie, des anniversaires, des machins. Est-ce qu'ils étaient souvent en France? Grâce à Instagram. Donc, si vous comptez faire de l'évasion fiscale... arrêtez de poster des selfies... en face de la Tour Eiffel. Voilà, exactement. Moi, en fait, j'aimerais bien que on utilise ça pour déterminer que je suis vraiment résident français, parce que en Finlande, les impôts sont plus élevés. Donc comment je peux faire bravo pour, Patrick, tu dis ça, on va envoyer ça au gouvernement finlandais, on va te dénoncer au gouvernement finlandais. Tu sais que c'est un foutoir effroyable là, parce que évidemment je paye mes impôts en France, je suis officiellement résident en Finlande depuis pas très très longtemps, mais comme ma société est française et que j'ai pas d'emploi en Finlande, je suis une sorte d'immigré sans emploi, je sais pas du tout comment ça va se passer. On va te remettre dans un avion finlandais là, et on va te renvoyer en France, ça va pas traîner. Évidemment, en citoyen européen, j'ai le droit d'être en Finlande, mais comment est-ce que ça va se passer pour payer les impôts en Finlande et en France? C'est bientôt fini l'Europe, tu le sais, Patrick. C'est vrai. Tu le sais. Écoute, les Allemands essayent de continuer à développer l'Europe, notamment les éditeurs. Il y en a 4 énormes éditeurs allemands, dont Axel Springer, qui se sont réunis pour proposer... D'ailleurs, ça va plus loin que l'Allemagne. Ils ont des propriétés... de journaux partout en Europe, et pas que, il y a de la radio, il y a plein de choses, et donc ils se réunissent pour mettre leur inventaire de produits dans lesquels on peut mettre de la pub en commun, pour combattre Google, Facebook et les autres. C'est une bonne idée, je trouve, parce que évidemment, ça va pas concurrencer Google au niveau mondial, mais par contre, en Europe, ça peut faire un vrai acteur qui compte. Écoute, on est quand même dans une période de protectionnisme. Là, on parle Europe, États-Unis, enfin des grands pôles. On serait bien con, entre guillemets, de laisser des politiques protectionnistes se monter autour de nous. Je parle de l'Europe, et de pas le faire de notre côté, quoi. Même si, dans l'absolu, moi, je trouve ça triste, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Mais bon. Mais c'est même pas vraiment une question de protectionnisme, là. C'est juste que il y a des mises en commun de moyens et de taille de société pour peser face à d'autres géants. Là, je crois que c'est pas une question de protectionnisme, mais la mairie de Paris a terminé la construction de son data center, son data centre. Il y avait eu des polémiques au moment de l'annonce il y a quelques temps, parce que certains disaient mais on a OVH en France, pourquoi ne pas utiliser OVH, machin. Ok, c'est peut-être vrai, mais je pense que c'est pas tellement une mauvaise idée de se dire que certaines administrations vont avoir leur centre de données propriétaires. Pourquoi héberger ça chez OVH ? Oui, ça serait nationalement bien, mais je sais pas, moi ça me paraît pas complètement inepte de se dire... Bien sûr que l'État, la mairie de Paris doit soutenir le tissu industriel et économique, mais d'un autre côté, avoir une certaine indépendance technologique pour des administrations,
n'est pas forcément une mauvaise chose. On voit, là on revient aux États-Unis, on voit comme certaines villes qui ont privatisé un certain nombre de choses, se retrouvent dans la mouise aussi. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, après il y a une question d'expertise effectivement, mais on peut espérer que la mairie de Paris ait réussi à débaucher des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, on espère. Oui, là ça devient important. Ouais. Mais ils vont mettre en commun en plus, ça va pas être limité à la mairie de Paris. Je crois qu'il y a une vraie une approche qui me semble, du peu que je sais, qui me semble cohérente. Donc bon. Le rêve de Jérôme d'il y a quelques années, le fameux courrier de Microsoft, donc une sorte de double tablette, enfin une tablette qu'on peut fermer avec 2 écrans, refait Surface, ou pas exactement la même version, mais... joli refait Surface. Puisque ça serait une version de la Microsoft Surface avec 2 écrans. Tu l'attends encore ou ils sont trop tard? Ton cœur a été fantasme de courrier est devenu l'iPad Pro. Maintenant, si mon iPad Pro, je vais essayer, je peux le plier en 2 pour le ranger, on va dire, dans une grande poche. Ça me plairait bien. Plus transportable encore, plus mobile, avec la même surface Ça me dérangerait pas d'avoir même une charnière, ligne au milieu, une charnière au milieu, parce que c'est comme un multi-fenêtrage, et je l'utiliserai bien évidemment pas pour regarder des films, auquel cas l'écran de l'iPad est mieux, mais pour le travail, je dis donnons sa chance au produit. D'accord. Est-ce que tu vas donner sa chance aux nouveaux smartphones qui auront bientôt, en tout cas on a des prototypes qui ont été présentés par Oppo et Xiaomi, des appareils photo selfie sous l'écran, qui fonctionne de manière assez intelligente, c'est-à-dire que l'écran est un écran qui occupe toute la surface de l'appareil, donc il n'y a pas de notch ou de quoi que ce soit, ou de téléphone d'appareil photo qui sort avec un petit clapet ou un truc comme ça. Et quand on veut prendre une photo, la partie où est l'appareil photo s'assombrit, pour laisser passer la lumière bien sûr, et au moment où on prend vraiment la photo, l'écran s'éteint de manière à ce qu'il n'y ait pas d'artefact lumineux. Alors, de l'aveu des constructeurs, c'est encore pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des petits artefacts lumineux, mais dans les démos qu'on a vues, qui étaient très limité, ça fonctionne, ça prenait quand même une photo. Donc toi, puriste de la photo, Écoute, ça sera une très bonne solution pour la caméra avant, la caméra selfie. Bien sûr, c'est celle-là qu'on pense. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de le mettre au dos, donc ça me gêne pas, parce que la caméra selfie, même s'il y a une petite détérioration de qualité, personnellement, c'est pas une caméra ultra importante pour moi. Elle sert juste pour faire de l'Instagram, des stories, ce genre de choses, donc j'en attends pas une qualité folle. Oui, d'ailleurs, on m'a fait des compliments sur mes stories récemment. Donc, je t'ai coaché aussi. C'est vrai, j'ai eu le meilleur prof des stories. Donc, note Patrick sur Instagram, n'hésitez pas. Pardon. Voilà. Et Jérôme_Nowtech sur Instagram. C'est pas comme Twitter. J'ai pas le même nom. Non, franchement, oui. Et de toute façon, parce que bon... Je veux pas être méchant pour les smartphones qui ont des petites tourelles pop-up, des ailerons de requin qui se soulèvent sur les côtés, des trucs poules chez Oppo, parce que la poule Oppo. Non, mais bien évidemment, maintenant qu'on a mis l'empreinte digitale sous l'écran, il faut mettre la caméra sous l'écran. Donc, faut trouver une solution, les gars. Et peut-être que ça sera la solution. Ce qui est intéressant, c'est que tout l'appareillage d'Apple pour son Face ID, je pense pas qu'il puisse aller sous l'écran. Donc eux, ils risquent d'être un petit peu emmerdés. Peut-être qu'il pourra, je sais pas. Mais ça me paraîtrait plus compliqué que juste un petit appareil photo. Ça va être plus compliqué pour Apple. Effectivement, avec son Face ID. En même temps, quand on est adepte du Face, et pas Face, du Face ID... il y a 2 écoles. Moi, je sais que dans ma communauté, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le Face ID. Moi, je peux plus revenir en arrière. L'empreinte digitale, j'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon devant un briquet, quoi. Pourtant, moi, je pense qu'avec appareil photo selfie et lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, c'est un produit qui est assez convaincant. Pour tester des Android qui ont ça actuellement, en tout cas l'empreinte digitale sous l'écran, ça marche super bien. Mais le fait de poser mon doigt... Ah, toi, tu veux pas toucher les choses. Ouais, non, mais il y a un côté magique quand même. Il me reconnaît, quoi, mon smartphone. J'aime bien. À propos de smartphone magique, le Galaxy Fold, on a la confirmation qu'il ne va pas être disponible en juin, comme on l'avait laissé entendre chez Samsung il y a quelques semaines de ça. Donc le retard est officiellement à on ne sait pas quand. Ouais. Bon.
j'allais dire Foxconn, oui, c'est lié Huawei, les suites très rapidement de l'affaire Huawei. Eh bien, d'une part, les drones, enfin, l'armée américaine est en train de regarder chez Parrot pour ses prochains drones. Ça peut sauver Parrot. Et Parrot, c'est une bonne boîte qui malheureusement est un petit peu en difficulté. Bah, peut-être que là, ça serait. On avait beaucoup dit que DJI était le prochain dans le viseur après Huawei. Tout à fait. DJI, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand fabricant de drones, entre autres, et c'est un fabricant chinois. Et Parrot, fabricant français. Donc, fabriqué en Chine. Oui, mais l'ingénierie est française, donc peut-être que... le Foxconn, alors ça c'est beaucoup plus important pour Huawei, Foxconn aurait arrêté les chaînes de production de plusieurs téléphones Huawei qui, du coup c'est un élément auquel j'avais pas forcément pensé. Au-delà des difficultés qu'ils vont avoir à se fournir en composants, chez Huawei, il y a aussi un autre problème qui est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que les acheteurs, et on parle d'acheteurs de grandes chaînes de magasins, ce genre de choses, du coup deviennent hésitantes à commander du Huawei. Du coup, c'est un petit peu bouffé par les deux bouts, avec toutes ces polémiques. Ils ont du mal, visiblement, à vendre leur téléphone. Donc, ils ont interrompu la production chez Foxconn. Alors, encore une fois, ça peut repartir. Ça se trouve, ça sera réglé fin juin et ça repart chez Foxconn tout de suite. Mais ils sont obligés de ralentir. Et d'ailleurs, c'est significatif, pour le consommateur, et d'ailleurs on commence à les voir, hein, c'est pas exclu qu'on ait des soldes à tout casser. Vous achetez le P30 Pro à 3 fois moins cher que quand il est sorti à 1 000 €, parce que ceux qui sont dans les processus industriels le savent, des stocks peuvent tuer une entreprise. Les stocks, ça coûte extrêmement cher. Et de se retrouver avec des wagons d'invendus, ça peut faire beaucoup plus mal que ce que les États-Unis sont en train de leur faire. C'est comme si vous aviez un boulet qui vous entraînait vers le fond des stocks. Huawei a annoncé que leur OS serait disponible dès le mois de juin, leur OS propriétaire. Donc c'est bon, ça va dans les deux sens. Ils ont démenti. Ah, ils ont démenti, pardon. Ils ont démenti. En fait, il y a eu un fuitage interne d'un mec qui n'est pas chinois. Il y a eu toute une histoire. Parce que c'est un responsable du B2B chez Huawei qui a dit si on sera disponible en juin et tout, et le lendemain Huawei a dit non pas du tout, on sera pas prêt. Tu penses ils sont encore en transaction, ils sont en transaction encore avec Google aussi pour trouver comment on va s'arranger. Et un truc qui était intéressant dans l'article, c'est que jamais Huawei n'a donné d'informations importantes par un nom chinois dans leur entreprise. Donc, c'est toujours les grandes annonces sont toujours faites par un cercle assez restreint de personnes qui sont chinoises chez Huawei. Bah justement, il y avait une enquête de l'AFP qui était très intéressante sur le financement de Huawei et les liens justement très mystérieux qu'ils ont avec le gouvernement chinois. Et on a vu alors certaines choses qui sont assez classiques dans plein de pays, des financements faits par le gouvernement pour certaines choses, ou plutôt des aides, on va dire, à Huawei, qui sont quand même des aides qui vont un petit peu plus loin que ce qu'on voit d'habitude. Mais bon, on peut se dire encore ça va. Mais il y a des choses un petit peu plus préoccupantes. Des terrains vendus à des tarifs vraiment ridicules, genre un dixième du prix du terrain. Là encore, il y a souvent des aides qui sont faites à des entreprises, mais ces choses-là, ça va plus loin. Et puis, il y a des choses qui sont encore plus préoccupantes, comme des bonus payés aux ingénieurs stars de Huawei, des bonus payés directement par le gouvernement. Ah oui, là, ça devient un petit peu... Parce que le terrain, bon, on pourrait parler des zones défiscalisées en France ou franchisées ou des choses comme ça. Il y a toujours de l'intervention de l'État dans l'économie pour favoriser certaines entreprises. S'ils payent les bonus de fin d'année ou le 13e mois direct, là, ça devient... disons que c'est une entreprise nationale à ce moment-là, nationalisée. C'est ça qui est... Ouais. Alors, encore une fois, l'ampleur des aides font que ça sort un petit peu de la norme, mais bon, c'est la Chine, voilà. Mais c'est ça, là, qui vient ajouter de l'huile sur le feu au feu des préoccupations, des liens entre les deux entreprises. Bref.
alors, de quoi je voulais parler? Je crois que c'était, pour conclure, la chaîne YouTube de T-Series est la première à avoir atteint les 100 millions d'abonnés. C'est une chaîne indienne qui passe, je crois, des clips et des trailers et ce genre de choses. Donc, c'est pas un créateur, mais voilà. 100 millions, c'est pas PewDiePie, c'est T-Series. Il y a une nouvelle puce de Sony qui est prévue pour l'Internet des objets, qui peut transmettre jusqu'à 60 miles en basse énergie. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils font? En fait, ça utilise un réseau propriétaire de Sony qui s'appelle le réseau L-Tress et qui est uniquement au Japon. Mais c'est intéressant parce que dans ce cadre, au Japon, ça fait qu'on peut, en très basse énergie, mettre un petit tag sur quelque chose et, avec 60 miles, ça fait quand même de la marge, le retrouver. Et ça fonctionne pendant des mois ou même des années. Donc ce type d'utilisation, hop, coller sur le chien, coller sur le petit, comme ça on le perd 60 ans après, tu le retrouves. C'est pratique. Mon fils. Dans le domaine des scientifiques qui s'inquiètent des évolutions de la technologie après la 5G qui endommagerait les prévisions météo, eh ben on a les astronomes qui disent que les fameux essaims de satellites, de milliers de satellites, tu sais, que veulent lancer Elon Musk, Jeff Bezos et tout, pourrait diminuer, en fait, en reflétant la lumière, pourrait diminuer l'efficacité de l'observation spatiale. Je sens la douleur dans ton regard, Jérôme. Et enfin, un dernier sujet que je voulais évoquer rapidement, qui est là aussi un petit peu controversé. Dans la catégorie c'était une bonne idée, mais on n'y avait pas pensé, en fait, c'est peut-être un peu la merde. Il y a une société qui s'appelle Patron Scan. Alors patron, ça veut dire mécène en anglais, c'est très utilisé. Les gens qui sont dans des restos, c'est des patrons. Et il y a une société qui s'appelle Patron Scan qui permet aux tenanciers d'établissements type bar où ils vendent de l'alcool de scanner la pièce d'identité d'un client pour savoir si il a été banni dans d'autres établissements parce qu'il a essayé, il était trop jeune pour boire et il a essayé de rentrer quand même, s'il a été violent, voilà, ce genre de choses. Et donc, la société crée une base de données pour les gens qui ont posé des problèmes et la met en commun pour tous les utilisateurs, les tenanciers de bars. A priori, on peut se dire, bah oui, pourquoi pas, comme ça, ça peut être pratique, mais sauf que cette société est désormais, c'est un article de OneZero sur Medium qui est hyper intéressant. C'est Suzy Cagle qui a écrit l'article. En fait, il y a très peu de visibilité sur ce système et surtout, elle pose des questions auxquelles on ne pense pas forcément à la base. C'est-à-dire que si on est pris dans le collimateur de quelqu'un qui nous aime pas tellement, genre... le videur, ta tête lui revient pas, il te met sur la liste, quoi. Il te met sur la liste, et du coup, tu es banni de tous les bars qui utilisent ce système, qui sont nombreux, de plus en plus nombreux, et c'est ça qui devient problématique, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et comment est-ce que tu fais appel de cette décision? Comment est-ce que... Enfin, ça peut vraiment poser de gros problèmes, quoi. Et surtout qu'ils sont dans plusieurs États. Donc tu peux... tu sais pas où t'as été, comment t'as été rentré dans le système. Ça, c'est un problème qu'on connaît bien. C'est le problème des milices. Milice, une organisation de gens hors État qui s'organisent pour répondre avec une solution qui paraît bonne, à un problème, parce que c'est vrai que là-dedans, il ne faut pas oublier que ça permet d'exclure des gens qui sont violents et que ça débarre. Le problème d'une milice, c'est qui contrôle la milice. Et là, a priori, personne. Et c'est ça. Donc, tous les abus sont permis. Et on a vu dans l'histoire ce que les milices devenaient généralement. C'est que ça crée des abus de pouvoir très, très vite. Et donc, non, un organisme privé comme des bars n'ont pas à créer des fichiers discriminants, même si les raisons de base paraissent bonnes et justes. C'est typiquement le truc dangereux de ces réponses simples à des problèmes complexes qui dérapent complètement après. Réponse simple à des problèmes complexes. Je pense que c'est une chose dont tout le monde devrait se méfier dans de nombreux domaines. Merci Jérôme pour ta sagesse. Écoute, merci, j'avais pris des notes. T'avais préparé, c'est bien. Et donc ça va être la conclusion de cet épisode. Donc double merci et merci d'avoir été là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver on peut me retrouver sur la chaîne principale, donc Nowtech, Nowtech sur YouTube. La chaîne secondaire Nowtech Live
live où on fait un Techscope tous les matins, une émission, une revue de presse sur la tech tous les matins de la semaine, hein, pas le week-end quand même, je me repose, de 8h à 9h. Donc si vous voulez vous réveiller et vous faire une petite injection de news tech sous la forme d'une revue de presse, eh ben vous êtes bienvenus. C'est une bonne ambiance, il y a du café, il y a du thé, enfin ça dépend ce que vous prenez en fait. Super. Pour ma part, c'est notre Patrick. Sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, je vous invite à aller me suivre sur Instagram notamment. Je ne sais pas si les stories vont continuer quand je serai plus dans l'environnement si inspirant du studio. Les jeunes font ça, Patrick. Il faut qu'on fasse des stories. Donc, parce que sinon, ils vont plus nous suivre. Au milieu de la forêt, c'est ça. Voilà. Bonjour, je suis en Finlande, il neige. Bonjour, je suis en Finlande, il neige. Et aujourd'hui, il fait nuit. Ça fait un peu répétitif. Mais ça peut être très drôle. C'est vrai. Ça peut être très très drôle. Ah, toujours les bonnes idées. La météo finlandaise par Patrick, ça me ferait beaucoup rire. Tu sais que j'en parlais en fait aux patriotes, aux abonnés au Patreon justement sur les stories, je leur demandais leur avis parce qu'on a plein de petites interactions comme ça régulièrement. Et la plupart des gens me disaient non, moi ça me parle pas. Et moi aussi, à la base, ça me parlait pas du tout. Et en fait, inspiré par toi et en essayant un petit peu, je m'amuse bien avec ces stories au final. C'est marrant, je comprends un petit peu mieux maintenant cette idée de petits trucs jetables et puis faire une petite story de ta journée, quoi. Exactement. C'est genre le truc sympa pour dire aux gens comment ta journée s'est passée. C'est différent des photos postées sur Instagram. Exactement, parce que d'abord, voilà. Autrefois, on mettait une photo de burger qui faisait chier tout le monde. Ouais. Maintenant, on met une stories de burger qui fait chier tout le monde. Mais elle disparaît en 24 heures. Non, mais c'est surtout que ça fait pas vraiment chier tout le monde parce que d'une part, c'est ailleurs. Et puis surtout, c'est marrant à voir. Et puis tu vois ce qui s'est passé dans la journée. Enfin bon, exactement. Bref. Non, moi, personnellement, je suis assez adepte. Et j'aime beaucoup, quand j'ai le temps, regarder les stories des autres. Ouais, donc voilà. Si vous voulez tester, notre Patrick et Jérôme _Nowtech sur Instagram. Sur Instagram. Et bien sûr, je parlais de Patreon. Si vous voulez prendre part à cette communauté de manière un petit peu plus active, soutenir l'émission, être une personne de qualité, c'est très très simple. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous décidez si vous voulez soutenir ou non cette émission que vous écoutez et que j'espère vous appréciez depuis un certain temps. Vous pouvez le faire immédiatement depuis votre téléphone si vous le souhaitez. C'est tout pour nous, un bel épisode Apple et on se retrouve dans une semaine. On parlera peut-être un petit peu d'E3. Il y a une conférence Stadia d'ailleurs qui a été annoncée là jeudi. Moi je ne vais pas pouvoir la suivre en direct je crois. Parce que la guerre de Troie aurait-elle lieu 3. Oui, j'ai bien compris. Oui, bon. C'est très drôle. Moi, je vais dire que malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Ah, oui. C'est l'un des inconvénients. Fils, difficile, hein. Peut-être que je pourrais lui faire regarder la conférence Stadia. Il a 1 an et demi. Tu peux pas le mettre sur le cloud. Ça serait. Écoute, voilà. On va contacter Apple et Google. Le et bébé déporté. C'est horrible. Merci à tous. À dans une semaine. Ciao, ciao.